L'Assemblée va entendre une allocution par son Excellence Nicolás Maduro Moros, président de la République bolivarienne du Venezuela. J'invite le protocole à escorter son Excellence. Au nom de l'Assemblée générale, j'ai l'honneur de Maduro Moros, président de la République bolivarienne du Venezuela, et je l'invite à prendre la parole devant l'Assemblée. Señora Presidenta. Madame la Présidente, frères et sœurs, représentants des gouvernements, tout d'abord, c'est la première fois que je participe en qualité de président de la République bolivarienne du Venezuela à cette réunion. Je voudrais donc remercier l'Assemblée générale des Nations unies. Je remercie les organismes du système des Nations unies pour l'hommage rendu simultanément au siège de l'ONU à New York, à Genève et dans d'autres lieux du monde, au commandant Hugo Chavez, être humain extraordinaire qui a toujours prôné l'égalité, la paix, le respect de notre peuple. C'est lui le premier qui a pris la parole au nom du peuple du Venezuela. Je voudrais invoquer son esprit. Il s'est élevé pour la justice, il a lutté contre l'impérialisme. Mesdames, Messieurs les représentants du monde, on a discuté pendant de nombreuses décennies du besoin de refaçonner l'Organisation des Nations unies. Les présidents ont rappelé dans leurs discours ce qu'il en était. Ceux qui m'ont précédé en ont parlé. Ce matin, Madame Vilma Roussel, Madame Cristina Fernandez, Monsieur Evo Morales, entre autres, en ont parlé. Les présidents de l'Amérique latine ont tous parlé du besoin d'avoir un processus de réorientation, d'ajustement, de réajustement de tout le système des Nations unies. Et il y a 70 ans pratiquement que ce système continue. Il a été créé à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, Deuxième Guerre en Europe et dans d'autres régions du monde depuis 1940 et 1945. La Charte des Nations unies, en fait, est un des poèmes les plus magnifiques que l'on puisse lire. En fait, c'est un instrument qui a été laissé de côté, qui a été oublié, qui est violé de manière permanente quant à ses objectifs fondamentaux. Les Nations unies sont une expérience historique de l'humanité qui a marqué un jalon comme jamais précédemment. L'humanité a trouvé un centre de réunion pour les questions de paix, des questions de vie, pour trouver des solutions aux conflits. Et jamais dans le passé, dans 7000 ans de civilisation connue, l'on a parlé de l'histoire de l'humanité, de l'histoire des empires et de la lutte pérenne pour répartir la richesse dans les territoires du monde. C'est uniquement avec la création de ce système en 1945
que l'on s'est tourné vers l'avenir, que l'on a vu la lumière au bout d'un long tunnel à la suite de batailles, de guerres, de conflits mondiaux. Nous revendiquons la pertinence des Nations Unies au-delà de toute critique que l'on puisse formuler. Vu l'importance que cette organisation revêt pour l'humanité, nous insistons sur le besoin d'une transformation profonde, comme l'a dit le commandant Hugo Chavez à plusieurs reprises, ici même d'ailleurs, dans son discours pour défendre la cause de l'homme. Il faut reformuler le système des Nations Unies de manière démocratique. L'on n'a pas démocratisé, comme l'a dit le président Jacob Zuma de l'Afrique du Sud, de notre Afrique magnifique. On n'a pas réussi à transformer les conseils de sécurité, à l'élargir avec les protagonistes de la région. Cela est bien différent de ce qu'il en était il y a toutes ces années. Il faut que les Nations Unies puissent discuter des questions de reconstruction après la guerre, des questions d'après-conflit. Il faut qu'aux Nations Unies, l'on s'adapte à un monde multipolaire, un monde pluripolaire, avec de nouveaux acteurs dans le monde, avec des pays et des régions nouvelles qui, en fait, ont leurs propres idées, des aspirations qui doivent être respectées dans ce monde. Les Nations Unies doivent pouvoir agir et doivent respecter la souveraineté des peuples du monde qui réclament, car leurs voix ont un certain poids, leur voix se fait entendre. Nous avons entendu des discours aujourd'hui au cours de cette 69e session de l'Assemblée générale. Nous croyons dans le besoin de renforcer le secrétariat, comme cela a été dit à de nombreuses reprises. Le poids politique, institutionnel du secrétaire général qui nous représente tous. C'est un secrétariat général qui est là pour établir des solutions aux conflits du monde. Nous croyons dans le besoin également de reconfigurer le fonctionnement de l'Assemblée générale des Nations unies. Il faut la démocratiser, lui donner un rôle de protagoniste et permettre que ce grand débat général ici à l'Assemblée générale puisse en fait mener à bien les grands thèmes du monde. C'est pourquoi nous croyons dans le besoin de construire une nouvelle organisation des Nations unies pour la paix, pour le nouveau monde, pour un monde multipolaire où personne n'essaiera d'imposer quoi que ce soit sur d'autres dans un monde unipolaire. C'est urgent. Au-delà de ce que pensent les fonctionnaires des gouvernements représentés ici. Il y a un autre monde où nous souhaitons tous parler, décider du destin dans la paix de nos pays. Il y a un nouveau régionalisme qui se profile. Dans les années 40, 50, il y a l'Union européenne, l'expérience d'un nouveau régionalisme en Europe, qui est très en fait admiré par beaucoup dans le monde. Au-delà de la décennie des années 70-80, il y a eu l'Union africaine, extraordinaire système d'organisation de notre Afrique pour traiter les questions de développement, de la vie, d'une région martyre de la vie, notre mère, l'Afrique. Aujourd'hui, au début du XXIe siècle, l'Amérique latine a joué son rôle. Dans notre Amérique latine, il y a de nouvelles organisations. Nous disposons le 14 décembre à Cuba, nous célébrons les 10 années de l'Alliance bolivarienne pour les peuples de l'Amérique latine qui, modestement, a joué un rôle important dans la construction d'un nouveau modèle social, économique, dans la défense des grandes causes comme celle des changements climatiques, par exemple.
Et 10 ans se sont écoulés. C'est une organisation jeune qui, en fait, agira dans le XXIe siècle. Il y a eu des projets pétroliers. On a invoqué des excuses. Le Petro-Caribé, c'est un projet qui, en fait, montre ce que pourrait être un nouveau monde de paix, de solidarité, de coopération, de complémentarité. Petro-Caribé, comme le savent tous les puissants du monde, ceux qui gèrent le capital, ceux qui gèrent le pouvoir économique. Un autre monde est possible, nous l'avons prouvé dans notre Amérique. Il y a l'Union des nations sud-américaines, le Mercosur, un nouveau régionalisme fondé le 17 avril 2007 avec la participation des pays de l'Amérique latine. Le commandant Hugo Chavez y a participé le 17 avril 2007. Il y a eu un nouveau bloc régional. C'est très intéressant. C'est un bloc important qui a commencé à s'articuler avec le reste du monde. Récemment, il y a eu une réunion intéressante et importante pour les années restantes dans cette décennie avec l'organisation BRICS. On appelle ça les BRICS. On nourrit l'espoir d'un développement avec de nouveaux mécanismes dans le monde, les BRICS, les Drosur, Brasilia, et nous partageons notre expérience avec l'annonce d'une banque des BRICS, avec la Banque du Sud. Une nouvelle architecture financière se profile dans ce monde où il y a un nouveau régionalisme. La communauté d'États d'Amérique latine et des Caraïbes, frères d'Amérique latine et des Caraïbes, le 23 décembre 2011 à Caracas. Une nouvelle organisation a été consolidée à Santiago de Chili lors du sommet à La Havane et maintenant à San José de Costa Rica. En janvier prochain, un nouveau régionalisme de l'Amérique latine qui en fait voit beaucoup d'optimisme dans ce nouveau régionalisme. Sur la base de cette expérience, il y a de nouvelles formes permettant de mettre en place une feuille de route pour la réorganisation de l'Organisation des Nations Unies. Cela ne vient pas du vide, cela ne tombe pas de l'air. C'est une clameur générale qui demande une réforme de l'organisation. Nous cherchons un nouveau chemin, nous voulons construire une feuille de route commune pour l'humanité. C'est ce dont nous avons besoin pour faire face aux grandes causes qu'il nous faut affronter. Monsieur le Président, l'Organisation des Nations Unies, au cours de quelques 20 années, a voté pour une cause qui est non seulement celle de notre Amérique, mais qui est la cause des gouvernements et des peuples du monde. Il s'agit de rejeter le blocus économique contre la République sœur de Cuba. C'est un anachronisme de la guerre froide, comme on le dit ici. Comme l'a dit ici un président qui a parlé il y a quelques minutes, je crois que c'était le président de l'Estonie, qui a parlé d'un anachronisme de la guerre froide. Le système de persécution économique pour imposer un régime politique, assujettir un peuple. Nous voulons ratifier, nous, la République bolivarienne de Venezuela, ratifier tout notre appui à Cuba pour lutter contre le blocus criminel contre le peuple de Cuba depuis plus de 50 ans. Le président Barack Obama, lorsqu'il a eu la possibilité de faire face à l'histoire, il aurait pu lever une fois pour tous le blocus criminel économique et la persécution contre Cuba, notre pays frère. Il y a de nouvelles causes également à défendre dans notre région. Il faut être unis. Il faut reconnaître les grands progrès qui ont été faits, notamment la décision prise par cette organisation, par cette Assemblée générale, il y a 2 semaines, d'appuyer l'Argentine, la présidente Cristina Fernández, dans sa lutte contre
le mécanisme de pillage à travers les fonds huîtres. Nous voulons faire de grands efforts pour que cette Assemblée générale, conformément à la proposition du groupe des 77 et de la Chine, cherche très bientôt et avec la plus grande efficacité et qualité possible, cherche à rédiger déjà un document qui deviendrait un document obligatoire à respecter pour les pays représentés ici dans cette organisation, pour défendre tous les pays pauvres du monde, les pays du Sud, contre les prétentions d'imposition de fonds huîtres, pour pouvoir piller notre économie, pour imposer des conditions de fonctionnement économique, politique, institutionnel très dangereux, en fait, à la suite de mécanismes qu'on appelle ces fonds huîtres. Nous ratifions, nous exprimons à l'Argentine tout notre appui au nom de mon peuple et toute la solidarité du peuple de la communauté des États d'Amérique latine et des Caraïbes. Nous progressons avec cette décision historique, 124 voix pour, précisément il y a 2 semaines. Le Venezuela associe sa voix, comme cela a été dit au sommet de la Havane, au CELAC, car l'Organisation des Nations Unies appuie avec beaucoup de force, si l'on peut le dire, pour faire appliquer la décision obligeant les États-Unis d'Amérique à exécuter un plan de décolonisation de Porto Rico. Porto Rico a décidé de s'insérer avec l'Amérique latine et les Caraïbes. Porto Rico, c'est à nous. Nous exprimons notre désir. Nous faisons entendre notre voix dans cette enceinte des Nations Unies pour la libération de quelqu'un que vous entendez pour la première fois, le président Jacob Zuma, qui a parlé de Madiba, de Nelson Mandela, oublié pendant des décennies par tous ceux qui essayent maintenant de le revendiquer comme représentant leur cause. En fait, Nelson Mandela représentait la capacité humaine, la capacité de résistance de l'homme, des peuples pour obtenir leur objectif de paix, de démocratie, de justice. C'est pourquoi c'est un homme qui a passé 35 ans en prison, assujetti à des traitements terribles, lui et sa famille. Un homme comme nous, d'Amérique latine, de Caraïbes, portoricain, Oscar Lopez Rivera est le prisonnier le plus ancien, le prisonnier politique qui aujourd'hui est emprisonné aux États-Unis. Nous exigeons immédiatement sa libération. Oscar Lopez Rivera, son seul péché a été de lutter contre l'indépendance de sa patrie, d'épandre son drapeau dans la dignité, défendre Porto Rico. Voilà, c'est une cause qui nous est chère en cette période historique. Le Venezuela, vous le savez, a mené à bien une révolution populaire démocratique qui a commencé avec un processus impeccable. Pour la première fois dans l'histoire de notre patrie, la Constitution de la République a été discutée avec le peuple, approuvée par un référendum avec la participation du peuple vénézuélien. Et ensuite, on a procédé à un processus de libération sociale, politique, pour surmonter la pauvreté. Nous allons citer l'année 2015 avec le programme de développement de l'après 2015, le respect des objectifs du millénaire. Et je peux dire que dans notre patrie vénézuélienne, au Venezuela bolivarienne, avec le commandant Chavez, nous avons fait beaucoup d'efforts. Le Venezuela est parvenu pratiquement à la réalisation de pratiquement tous les objectifs du millénaire. Nous sommes parvenus
un état de scolarisation qui dépasse les 90% dans tous les niveaux de l'éducation publique gratuite de qualité, du primaire, secondaire, au niveau universitaire. Nous avons dépassé le taux de chômage qui était de 20% il y a 15 ans, qui est passé maintenant à 5,5% à la fin de l'année dernière. Nous avons changé la courbe de 60% d'emplois précaires. Aujourd'hui, nous avons 55% d'emplois protégés par la sécurité sociale et par un salaire digne, stable. Je pourrais ici passer des heures à parler des progrès réalisés dans les objectifs du millénaire. Le Venezuela a réussi à utiliser ses ressources pétrolières. Vous savez que le Venezuela possède la réserve pétrolière la plus grande de la planète sur l'Orénoque. Nous avons la réserve pétrolière la plus grande du monde pour la première fois. En 90 ans, le pétrole vénézuélien a été récupéré comme ressource naturelle pour procéder au développement économique de notre patrie. Le Venezuela doit lutter contre une conspiration permanente de la force impérialiste, des forces alliées à l'impérialisme américain qui prétend ébranler la démocratie responsable d'un coup d'État contre le commandant Chavez et ensuite contre son parti le 5 mars 2013. Cette force a essayé d'endommager notre pays. Je le dis d'ici, je remercie la solidarité des gouvernements du monde, les peuples du monde qui ont aidé le Venezuela, qui luttent, qui résistent. Et nous ne pouvons pas nous laisser abattre. Nous allons continuer pour l'indépendance dans la dignité face au monde. Madame la Présidente, un grand problème auquel nous faisons face aujourd'hui, comme vous le savez, la plus grande menace, c'est en fait le virus Ebola. Si ce monde et le système des Nations Unies avaient un peu plus d'humanité, nous pourrions alors actuellement nous concentrer, plutôt que de parler de missiles, de bombes pour détruire le peuple de Gaza ou pour bombarder les peuples d'Irak et de Syrie. Nous devrions plutôt nous concentrer notre force pour lutter contre cette menace bien réelle. Vous avez entendu le président du Tchad nous dire qu'il avait décidé de contribuer de 2 millions de dollars au fonds créé pour lutter contre Ebola, pour l'enquête, la recherche. La République bolivarienne du Venezuela s'associe avec un apport de 5 millions de dollars pour les fonds créés pour aider notre Afrique. C'est en fait appuyer les peuples dans le besoin. Nous devrions parler ici de ces questions, prendre des décisions. Nous devrions nous concentrer sur notre thème qui est en fait la survie de notre planète. Il nous faut lutter contre le changement climatique, comme cela dit hier, avec un poème des autochtones d'Amérique du Sud. Nous avons vu les lacs s'assécher, il n'y a plus à manger. Les puissants du monde devraient en fait consacrer leur argent à lutter contre cela. Il faut créer certaines formules. Il faut reconnaître, faire un effort extraordinaire. C'est une urgence que ces problèmes climatiques, non seulement des discours, des documents, des paroles, des offres en général dans le vide. Il faut
retrouver la qualité de vie pour l'être humain. Il faut pouvoir renforcer notre organisation. Il faut pouvoir inscrire à l'ordre du jour les véritables problèmes communs qui nous touchent tous. Aujourd'hui, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté toute une série de décisions pour lutter contre le terrorisme. Nous sommes d'accord, il faut lutter contre le terrorisme. Nous l'avons condamné depuis longtemps. En fait, cela nous coûte beaucoup. Il y a eu un assassinat de ces journalistes européens. C'est répugnant, cette méthode, ce que font ces groupes. Mais depuis 1 an et demi, l'on a vu comment ces enfants, par un groupe terroriste, avaient été pris dans leurs écoles. Il y a eu des femmes qui ont souffert. La vie humaine va beaucoup plus que dans tous les pays, pas plus dans un pays ou pour une couleur de peau. La vie humaine, nous la défendons de la même manière. C'est pourquoi nous condamnons l'attaque terroriste appuyée par l'OTAN et par ses alliés contre la Syrie pendant 1 an et demi pour un changement de régime. Je le dis ici. Nous parlons avec la force de la vérité dans notre âme de Vénézuéliens. Si le gouvernement de la Syrie avait été ébranlé par ces attaques de l'impérialisme, aujourd'hui, cette grande région de la Syrie, le Liban et l'Irak, la Jordanie, aujourd'hui, alors il y aurait eu un certain renforcement du pouvoir de ces terroristes. En fait, il nous faut le dire maintenant, le président Assad, le gouvernement démocratique constitutionnel de la Syrie, qui n'a pas de terroristes, qui a beaucoup souffert, qui a connu des milliers de morts. Nous pensons qu'avec tous ces bombardements sans fin, c'est une logique folle. Il faudrait une alliance contre le terrorisme respectant la souveraineté des nations, respectant les gouvernements souverains de toute cette région. Et nous souhaiterions que la délégation des États-Unis en prenne note et le transmette au président Obama. Seule une alliance qui respecterait la souveraineté de ces nations, respectant les forces armées, les gouvernements, et ce n'est qu'ainsi que l'on pourra lutter contre les terroristes. Il n'y aura pas d'autre moyen de les déraciner avec des bombes qui en fait tuent des innocents. Ces groupes armés tuent des innocents. Il y a tant de bombardements, tant de morts contre le peuple arabe de l'Irak, le peuple frère. Il faut convoquer les gouvernements souverains de la République islamique d'Iran, de l'Irak, de la Syrie, du Liban, de la Jordanie, de l'Égypte, de la région pour établir une stratégie politique, militaire, culturelle, de communication intégrale avec le Conseil de sécurité de l'ONU. Le reste, c'est de la folie. Le reste, c'est dément. C'est ce qu'a dit le président du Tchad. Que fait-on avec la Libye? Il y a une lutte anti-Kadhafi. Que se passe-t-il avec la Libye, hein? C'est un territoire de trafic d'armes, d'explosifs, de groupes de bandes terroristes qui contrôlent ce qu'il en est, qui vont contre l'histoire de notre propre frère de la Libye. C'est une course effrénée à la violence, plus de terrorisme, un monde plus dans l'insécurité. Voilà ce qui émane de ceux qui les dirigent et qui prennent des décisions ici dans cette organisation. Très modestement, nous faisons entendre notre voix, très modestement. Nous le faisons avec amour, nous le faisons avec un véritable amour, avec une solidarité avec le peuple palestinien. Nous sommes solidaires de ce peuple.
Comme vous le savez, il y a un pont aérien logistique pour aider ce peuple avec le Venezuela, en envoyant des médicaments au peuple de Palestine qui souffert récemment de quelque chose de brutal. La paix totale. Notre organisation doit être réformée pour rechercher une paix totale. Ce n'est pas une menace d'utilisation de la force et de la conspiration interne pour ébranler des gouvernements comme celui que je préside. Il faut avoir une paix stable. Il faut respecter le droit international, ce qui devrait nous amener à une paix stable, à une sécurité totale. Enfin, Madame la Présidente, je voudrais remercier l'appui de l'Assemblée générale. L'an prochain, en 2015, le Venezuela, grâce à votre appui, assumera la présidence du mouvement des pays non alignés. Pendant 3 ans, nous assumerons la présidence. Nous aspirons véritablement à jouer un rôle pour dynamiser tout le processus de réforme de l'Organisation des Nations Unies. Tout le processus pour reconstituer un ordre du jour, un programme mondial où tous pourront se faire entendre, tous pourront voter, personne ne prétendra imposer quoi que ce soit. Pendant des années, les délégations du monde seront les bienvenues à Caracas, au sommet historique du mouvement des pays non alignés. C'est ce que nous espérons. Je vous remercie. Merci à tous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous donne la force de continuer en vue de la paix pour nos peuples. Au nom de l'Assemblée générale, je tiens à remercier le président de la République bolivarienne du Venezuela pour son allocution. Puis-je enjoindre les représentants à rester assis alors que nous allons saluer le président.